Bienvenue. On a tous cette image en tête, tu sais, les cônes oranges qui serpentent sur l'asphalte, le bruit des machines, la silhouette d'un nouveau pont qui se dessine. On voit ces chantiers partout. Mais qu'est-ce qui régit chaque détail, de la recette de l'asphalte à la protection d'un seul petit arbre? Aujourd'hui, on plonge dans la source même de ces règles. Des extraits du Cahier des charges et de vie généraux infrastructures routières, la toute nouvelle version 2025. C'est essentiellement le grand livre de règles du ministère des Transports du Québec, la Bible de tout ce qui se construit sur nos routes. Notre mission, en extraire les principes directeurs, mais aussi les détails les plus surprenantes. On va suivre le cycle de vie d'un projet, du contrat à la finition. Allons-y. La première chose qui me vient en tête, c'est avant même qu'une seule pelle touche le sol, il y a le contrat. On parle de projets qui durent des mois, des années même. C'est une excellente question. Et c'est justement là que réside toute l'intelligence du document. Il est conçu pour être un cadre solide, mais avec une flexibilité intégrée. Prenez par exemple le concept des ouvrages imprévus. OK. Si en creusant, on trouve un type de sol qui n'était pas dans les études puis qui exige les travaux non planifiés, on ne bloque pas le chantier. Le ministère et l'entrepreneur doivent s'entendre sur un prix via ce qu'on appelle un avenant au contrat. Et le point clé, c'est que l'entrepreneur est tenu de les exécuter. Il ne peut pas juste dire « Ah non, c'était pas dans l'entente, salut là ». D'accord, donc il est obligé de faire le travail. Mais pour le prix, ça sonne un peu comme une recette pour un chèque en blanc, non? Si l'entrepreneur est le seul à pouvoir faire ce travail imprévu, il peut demander n'importe quel prix. Bien, en pratique, non. Le prix est négocié sur la base de barèmes qui existent déjà pour des travaux similaires ou d'une analyse très détaillée des coûts. La main-d'œuvre, l'équipement, les matériaux, fait que c'est pas un chèque en blanc, pantoute. C'est une négociation encadrée pour trouver un prix juste et raisonnable. Le but, c'est que le projet continue. Ça a du sens. Ça gère l'inconnu. Et pour ce qui est connu, mais qui peut varier, comme les quantités. C'est la deuxième grande soupape de sécurité, la clause sur la variation dans les quantités. Les quantités dans le contrat, tant de mètres cubes de béton, tant de tonnes d'asphalte, ce sont des estimations. Le document le reconnaît. Il prévoit une variation possible de plus ou moins 15 %. OK. Mais imaginez que le ministère réduit la quantité d'un ouvrage de, disons, 20 %. Si l'entrepreneur a déjà commandé l'acier nécessaire et engagé des dépenses, le ministère doit le dédommager pour ses pertes. Attendez une minute. Ça, c'est pour protéger l'entrepreneur si les quantités diminuent. Mais qu'est-ce qui arrive si elles augmentent de plus de 15 %? Est-ce que l'entrepreneur peut dire là, c'est beaucoup plus que prévu, mon prix unitaire ne tient plus, je vous charge plus cher? En général, non. Le prix unitaire qui a été convenu au contrat s'applique. La clause vise surtout à protéger l'entrepreneur contre une perte sèche, pas à lui permettre de renégocier à la hausse. C'est un équilibre, tu sais. Je comprends. Le contrat gère les quantités et les imprévus, mais la qualité de ce qui est livré, comment on la garantit? Comment on s'assure que le béton qui arrive sur le chantier n'est pas de qualité inférieure? C'est un système de confiance documenté qu'on appelle l'assurance de la qualité. C'est une chaîne à plusieurs maillons. Le premier, c'est l'attestation de conformité, légale. Un entrepreneur ne peut absolument pas utiliser un matériau sans avoir soumis cette attestation. Pour des produits plus critiques, on passe au deuxième maillon, l'homologation. Ah, là, c'est différent. Oui, là, c'est le ministère qui a au préalable testé et approuvé le produit selon ses propres protocoles. Le produit est sur une liste officielle. D'accord, là, il y a une vérification indépendante. C'est beaucoup plus solide. Beaucoup plus. Puis pour certains travaux très spécialisés, il y a un troisième niveau, la certification ISO. Et pour être sûr que rien ne se perde, l'entrepreneur doit conserver toute cette paperasse pendant 5 ans après la fin des travaux. C'est une vraie piste d'audit. 5 ans? Wow! OK, cette chaîne de confiance, elle se met en place avant même que le premier camion arrive. Mais une fois sur le chantier, comment ça se passe? On imagine souvent le surveillant du ministère avec son casque blanc, comme le grand chef. Est-ce que c'est vraiment son rôle? C'est une perception très commune, mais le document est catégorique là-dessus. Non. Le rôle du surveillant, c'est de juger la qualité des matériaux et des ouvrages et de mesurer les quantités. Il est les yeux et les oreilles du ministère. C'est lui qui valide que le travail est conforme au devis et qui autorise les paiements. Il est l'arbitre, le vérificateur. Donc, si le surveillant voit l'équipe de l'entrepreneur utiliser une méthode qui lui semble inefficace. Inefficace, mais qui respecte les normes de qualité. Oui, exact. Il ne peut pas intervenir. Il doit juste les regarder perdre du temps. Précisément. Le devis stipule qu'il ne doit en aucun cas diriger les travaux ou agir comme contremaître.
La responsabilité de l'exécution, des méthodes, de l'horaire, ça reste à 100% celle de l'entrepreneur. C'est une distinction fondamentale, j'imagine. Oui, pour que les lignes de responsabilité soient claires. Si le surveillant commençait à donner des ordres, le ministère pourrait devenir co-responsable s'il y a des problèmes. Parlant de logistique, ça m'amène à un détail qui m'a vraiment sidéré dans les sources éclats, les règles sur le transport par camionnage en vrac. On pense que c'est simple, mais pas du tout. Non, c'est un excellent exemple de la profondeur du devis. D'abord, on ne peut pas engager n'importe quel camionneur. L'entreprise doit être inscrite au registre du camionnage en vrac de la CTQ. Ensuite, on doit passer par un courtier qui a un permis pour la zone spécifique des travaux. C'est déjà très réglementé. Mais c'est la clause de pénalité qui est la plus parlante. Ben oui, le point culminant. Si un entrepreneur commande, disons, 20 camions pour le lendemain et que le courtier en fournit juste 18, l'entrepreneur peut réclamer 750 $ par camion manquant. C'est écrit noir sur blanc comme dommages et intérêts liquidés. 750 $. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas une petite tape sur les doigts. Non, c'est une reconnaissance formelle que la logistique est critique. Un camion manquant, ça peut vouloir dire que l'asphalteuse s'arrête, que l'équipe atteint. Et tout le chantier est paralysé. Ça chiffre pas mal plus vite que 750 $. Exactement. Bon, les camions arrivent, les matériaux sont là. Parlons du travail lui-même. Si je dis démolition de béton sur un viaduc, t'imagines quoi? Le chaos. Un gros marteau-piqueur, de la poussière partout, des vibrations. La méthode forte. La réalité décrite dans le devis est plus proche de la microchirurgie. Pour pas endommager par vibration le béton sain qu'on veut conserver, les règles sont d'une précision chirurgicale. Si on démolit une section de moins de 450 mm d'épaisseur, on utilise un marteau hydraulique léger, moins de 200 joules d'énergie, et on s'arrête net à 100 mm du béton à conserver. 100 mm. Et pour ces 10 derniers centimètres, on peut pas y aller avec la même machine, j'imagine. C'est interdit. Pour cette zone critique, les 100 derniers millimètres, on doit obligatoirement passer un marteau pneumatique manuel tenu par un travailleur qui pèse pas plus de 15 kg. 15 kilos? C'est léger, cette précision d'horloger pour du béton. Est-ce que c'est réaliste sur un chantier? Comment un travailleur peut garantir qu'il respecte le 100 mm à la lettre? Absolument. La pratique courante, c'est de faire un trait de scie au diamant, précisément à la limite des 100 mm. Ah, OK. Ça crée une ligne de rupture nette et un guide visuel parfait. Le travailleur démolit jusqu'à cette ligne et pas 1 mm de plus. C'est la combinaison d'une règle stricte et d'une méthode intelligente. C'est fascinant. De la démolition, on passe à la construction neuve, une nouvelle autoroute en béton. Quels sont les détails qui sortent de l'ordinaire là-dedans? Le chapitre sur les revêtements en béton est rempli de ces détails. Prenons les goujons et les tirants. Ce sont des barres d'acier qui relient les dalles de béton. Le devis exige qu'elles soient parfaitement parallèles au sol et entre elles, avec une tolérance minime. Elles sont tenues dans des paniers si solides que la grosse machine qui coule le béton ne les fait pas bouger d'un poil. Et la météo doit jouer un grand rôle. On ne coule pas du béton à moins 20. Les règles sont très, très strictes. La température du béton au moment de la mise en place et pendant la cure ne doit jamais descendre en bas de 10 Celsius. Jamais. Jamais. S'il fait 5 degrés et qu'il y a un risque de gel la nuit, l'entrepreneur doit couvrir toute la chaussée avec des toiles isolantes pour maintenir cette chaleur. C'est crucial pour la réaction chimique. Et une fois que le béton est durci, il est prêt à tout endurer. Pas tout de suite, il y a une interdiction formelle. Il est strictement interdit de déposer des matériaux granulaires ou de la pierre concassée sur le nouveau revêtement. Vraiment? Oui, même la circulation des camions de chantier est limitée. C'est pour éviter la moindre égratignure, le moindre impact qui pourrait devenir un point de faiblesse des années plus tard. On a donc cette route parfaite, construite avec une précision millimétrique. Mais pour la construire, on a dû faire un certain gâchis tout autour. Comment le devis gère-t-il l'impact environnemental? Il y a un chapitre entier là-dessus, le chapitre 20. Un exemple très concret, c'est la gestion des déversements. L'entrepreneur doit avoir en tout temps sur le chantier des trousses de récupération pour produits pétroliers. Donc, on ne parle pas juste de nettoyer un gros déversement, mais d'avoir les outils sur place avant même qu'une petite fuite se produise. C'est proactif. Exactement. Et le contenu de la trousse est spécifié. Des absorbants, des boudins de confinement pour un sac de nappe, des contenants étanches. Un autre aspect majeur, c'est le contrôle des sédiments. Quand on met le sol à nu, la moindre pluie peut entraîner la terre dans les cours d'eau. Ce qui est dévastateur pour la faune aquatique, j'imagine. Oui. Et pour empêcher ça, on utilise entre autres des bassins de sédimentation.
Ce sont des petits étangs temporaires où l'eau boueuse du chantier est dirigée. La terre se dépose au fond et l'eau qui en ressort est plus claire. Et la règle, c'est que ces bassins doivent être nettoyés dès qu'ils sont remplis à 50 de leur capacité. Pourquoi 50 Pourquoi ne pas attendre qu'ils soient pleins à 75 ou 80 Ça semble plus efficace de les vider moins souvent, non? Au-delà de 50 leur efficacité chute drastiquement. L'eau a plus assez de temps pour se clarifier avant de déborder. Et surtout, un bassin rempli à 50 en a encore une capacité de réserve pour encaisser une grosse averse soudaine. Un bassin à 80 déborderait tout de suite. C'est logique. Une fois que l'eau est protégée et que le travail d'ingénierie est fini, on se retrouve avec un site propre, mais un peu stérile. La dernière étape, c'est de ramener la nature. C'est la réintégration paysagère, et c'est tout aussi réglementé. La terre végétale doit être épandue en une couche uniforme de 100 mm. Et avant d'ensemencer, toutes les pierres de plus de 50 mm doivent être enlevées. Pourquoi cette obsession du 100 mm? Un peu plus de bonne terre, c'est pas mieux? Pas nécessairement. 100 mm, c'est la profondeur jugée optimale pour la germination du gazon sans être un gaspillage de ressources. Trop épais, ça peut même créer des problèmes de drainage. Et pour les arbres, c'est poussé à l'extrême. Pour les arbres existants à conserver, on doit installer un périmètre de protection, souvent une clôture, pour protéger leurs racines. Et pour les nouveaux arbres qu'on plante? Ah, là, on trouve un de mes détails préférés. Le devis oblige l'installation d'une gaine grillagée à la base du tronc de chaque nouvel arbre. Une gaine grillagée, c'est pour quoi faire? C'est une petite cage en fanterie métallique. Son seul et unique but, c'est de protéger la jeune écorce contre les rongeurs comme les campagnols qui adorent la gruger en hiver. Ça n'a pas de bon sens. C'est le souci du détail qui va jusqu'à la protection d'un seul jeune plant contre une souris. C'est incroyable. On est parti d'un contrat de plusieurs millions, puis on termine avec une petite gaine métallique pour protéger un arbre d'un rongeur. Le niveau de détail couvre vraiment toutes les échelles. Exactement. Et il faut garder en tête que ce document, qui est daté de décembre 2024, c'est un portrait des meilleures pratiques d'aujourd'hui. C'est le fruit de décennies d'expérience. Ce n'est pas un texte gravé dans le marbre, c'est un document vivant. Qui nous amène à une dernière réflexion. En pensant à l'évolution rapide des matériaux, de l'automatisation, des normes environnementales, quelle règle qu'on a discutée aujourd'hui nous semblera complètement dépassée dans 20 ans? Et quel nouveau chapitre devra-t-on ajouter à ce grand livre? Peut-être un chapitre sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour la logistique ou sur l'utilisation de béton qui s'auto-répare? Ça laisse songeur.